Prenez place et laissez-moi vous parler aujourd'hui de l'un des pays les plus instables et les plus dangereux du monde. On parle ici de la Somalie. On parle ici d'un pays qui subit des guérillas, des conflits internes, des guerres civiles, des instabilités économiques et politiques, sans oublier les périodes de sécheresse ou encore la piraterie, les prises d'otages ou encore l'islam radical qui fait rage sur le territoire. Pour commencer, ce qui est étonnant, c'est que la Somalie est à un emplacement géographique assez intéressant. Il va faciliter ici les discussions avec le monde arabe, le monde perse et le monde indien. Maintenant, ce que vous avez à la carte, ça va être la Somalie selon l'ONU, selon le monde entier, mais en réalité, il y a trois Somalies, trois territoires différents. On va retrouver Somaliland, Puntland et la Somalie. Mais pour comprendre tout ça, on va faire un petit point d'histoire avant d'entrer dans le vif du sujet. Comme beaucoup de pays d'Afrique, au 19e siècle, la Somalie a été colonisée. Elle a été occupée par les Britanniques et par les Italiens. Les Britanniques pour la partie nord et les Italiens pour la partie sud. La Somalie n'a jamais été un pays unifié socialement. Ça a été un pays qui a toujours fonctionné par clans et non avec un gouvernement simple et unique pour le territoire entier. Le Royaume-Uni n'a jamais réussi à vraiment gouverner sur le nord de la Somalie, mais l'Italie, par la force, elle, a réussi et a pas mal développé l'économie du pays. L'Italie dirigé par la force le sud de la Somalie et a réussi malgré tout à développer du commerce et des infrastructures comme des routes et des chemins de fer. On est maintenant dans les années 60, la Somalie est indépendante, les Britanniques sont partis, les Italiens également, sauf que l'économie défaillante du nord de la Somalie va venir directement influencer le sud. Ça va créer des rivalités, des conflits d'intérêts, mais surtout des frustrations économiques. Sauf que ces conflits et ces frustrations amènent jusqu'à l'assassinat du président en place et surtout un coup d'État orchestré par Mohamed Siad Barre. En 1969 et jusqu'en 1991, on aura donc à l'ère de Mohamed Siad Barre. Ce président qui va donc mettre en place une politique socialiste sur le territoire. Sauf que rappelez-vous, la Somalie est un pays qui fonctionne avec des clans et non pas avec un gouvernement unique. Donc ça va être critiqué, il va y avoir des groupes rebelles, mais là où le président Siad Barre va perdre en notoriété et en popularité et surtout en crédibilité, c'est durant une guerre en Éthiopie à la fin des années 70. Bref, petit à petit, le président perd en notoriété et il finit par s'exiler en 1991 et on a ici droit au début du chaos pour les Somaliens. Un président s'en va, le pouvoir est vacant, forcément premier élément, guerre civile entre les prétendants au pouvoir. Et en 1992, on a le droit à la première fracture géographique. À ce moment-là, le nord de la Somalie est toujours complexé par ses différences économiques et de développement et proclame donc son indépendance. Elle crée son drapeau et se nomme Somaliland. On l'a abordé en début de vidéo. De 92 à 95 également, des soldats de l'ONU sont envoyés sur le territoire. Il y a également des interventions de la part de pays étrangers pour calmer la situation. Rien n'y fait, c'est un échec. Et en 98, alors que les conflits font toujours rage pour savoir qui accédera au pouvoir, au nord-est de la Somalie, on a la création de Puntland. Une nouvelle région, une nouvelle fissure géographique où les personnes là-bas, les clans, vont se désigner comme étant autonomes et non pas indépendants. Attention, il y a une différence. C'est-à-dire qu'ils font toujours partie du pays, mais ils sont autonomes, ils ont leurs frontières, on les laisse tranquilles. Bref, il reste donc uniquement la partie sud, la partie qui était entièrement gouvernée par les Italiens à l'époque, et à ce moment-là, suite à une conférence de la paix à Djibouti en 2000, eh bien, on crée enfin un gouvernement de transition pour cette partie-là du pays. C'est un mouvement politique qui va ensuite devenir un mouvement fédéral, sauf qu'il y a un problème, vu qu'il y a toujours autant de conflits, de rebelles et de clans, eh bien les dirigeants du pays, à ce moment-là, vont vivre en exil, et ils vont diriger le pays depuis l'étranger. Donc de facto, vous vous en doutez, ils n'ont pas la moindre autorité sur le pays, et ceux qui font la loi, ça va être les rebelles. Donc début des années 2000, une fois que le gouvernement est exilé, on a l'apparition d'un mouvement unifié, un mouvement islamiste qui a pour but d'appliquer la charia. Ce mouvement est très bien reçu, la Somalie est peuplée à 99% de musulmans. C'est assez bien reçu, surtout que ça apporte un certain aspect sécuritaire avec des mesures comme l'interdiction du port d'armes. En 2006, nouvelle fracture. À ce moment-là, le gouvernement fédéral en place est censé toujours diriger le pays, sauf que la plus forte influence, c'est forcément le mouvement islamiste qui l'a. Donc le gouvernement exilé demande à l'armée éthiopienne de venir chasser les islamistes du pays. Forcément, c'est pas bien reçu, mais il y en a qui vont quand même collaborer avec le gouvernement derrière pour s'assurer qu'il y ait une bonne transition et une bonne gestion, sachant que les islamistes sont donc présents sur le territoire, eux. Sauf que le mouvement rebelle islamiste n'était pas un mouvement homogène. Il y avait beaucoup d'extrémistes dans le lot qui, eux, par contre, vont totalement refuser de travailler avec le gouvernement et créer leur propre nouveau groupe rebelle. Forcément, ça crée de nouveaux clans, ça crée notamment le groupe El-Shabab, un groupe terroriste qui fait encore des ravages jusqu'à maintenant en Somalie, un groupe forcément régi par la violence, vous l'avez compris. En 2009, presque 20 ans plus tard, on a enfin un président en Somalie, Sherif Sheikh Ahmed. À peine arrivé au pouvoir, El-Shabab cible les peu de troupes armées qui opèrent pour le président et tue des gens, voilà. Bref, de la nomination du président en 2009 jusqu'en 2012, El-Shabab, le mouvement terroriste, va diriger la partie sud de la Somalie
par la violence. Ils le font pas par idéologie, ils le font par nationalisme. Le but c'est de cibler et de régler toutes les défaillances de l'État et tout ce qui leur est reproché maintenant depuis des décennies. Sauf qu'en 2012, tout s'accélère, le Kenya rentre en jeu. Je vous avais dit que le pays était convoité par les pays aux alentours. Bien évidemment, le Kenya rentre et ils viennent pour supprimer des membres d'Al-Shabaab et ils disent travailler pour le gouvernement somalien. Sauf que, quelle était l'idée du Kenya derrière tout ça? C'était récupérer un territoire qu'ils disent historiquement leur appartenir. Le but est de récupérer en fait le Jubaland. Sauf qu'en fait ça va créer une guerre déjà civile entre El-Shabaab et le gouvernement somalien, mais aussi une guerre entre El-Shabaab et le Kenya. Bref, on rentre dans une guérilla interminable, où par exemple on a eu des attentats dans une université à Garissa qui a fait 148 morts, et même récemment on a eu une cinquantaine de morts à Mogadiscio, dans la capitale somalienne. Et on fera une vidéo pour un peu plus développer sur Somaliland et Puntland et savoir un peu ce qui se passe dans la zone, surtout qu'il y a une région en question qu'on n'a pas encore évoquée qui est au nord de la partie sud et qui est assez intéressante. Mais il y a beaucoup de choses à dire.